Dans les grandes capitales occidentales, les alarmes sonnent et les dirigeants se réunissent à la hâte. Il ne s'agit plus de débattre de taxes ou de commerce, mais d'éviter que les usines ne se figent faute de matières premières. Des écrans boursiers de Londres à ceux de Wall Street, le rouge domine. Les marchés vacillent, les courtiers perdent leurs nerfs. En Allemagne, en France, aux États-Unis, les chaînes d'approvisionnement se grippent comme par magie noire. Pendant trop longtemps, l'Occident a cru que le continent africain coulerait éternellement comme un robinet de richesses bon marché docile et inépuisable. Mais la source s'est tarie. 10 nations africaines, tour à tour, ont claqué la porte des exportations, freinant net la sortie de leurs ressources vitales. Uranium, lithium, café, cacao, bois chrome, autant d'éléments que l'industrie mondiale croyait acquis à jamais. Et soudain, la panique change de visage, ce n'est plus l'Afrique qui tremble, mais bien l'Occident. Les réseaux énergétiques européens, les géants de la tech en Californie et les constructeurs automobiles de Detroit affrontent la gueule de bois d'une dépendance qu'ils n'avaient jamais voulu admettre. Dans les salles de réunion comme dans les palais du pouvoir, une seule question glaciale traverse tous les esprits. Que s'est-il vraiment passé? Et surtout, que faire maintenant aujourd'hui? Cap sur la Namibie, ce pays discret qui vient de secouer l'ordre établi. Car dans le grand théâtre de l'économie verte, un nouvel acteur entre en scène avec fracas le lithium. Ce métal est au XXIe siècle ce que l'or noir fut au précédent, indispensable, incontournable, vital. Pas de smartphone, pas de voiture propre, pas d'énergie renouvelable sans lui. Et c'est précisément là que la Namibie a décidé de frapper fort. En 2023, elle a levé le point désormais fini les cargaisons de lithium brut en partance. Si les multinationales veulent goûter à ce trésor, elles devront jouer selon les règles locales transformation sur place ou partenariat avec les Namibiens. Pas de valeur ajoutée à l'étranger, pas de lithium tout court. Une décision audacieuse, presque hérétique, pour ceux qui s'imaginaient que l'Afrique resterait éternellement un simple fournisseur passif. Résultat, Tesla, Volkswagen et toute la clique des géants de la batterie ont dû ravaler leur confort d'approvisionnement. Investir sur place ou chercher ailleurs, voilà le dilemme. Sauf que tilleurs, ça se fait de plus en plus rare. Et le message est limpide, la Namibie ne veut plus seulement fournir le carburant du futur, elle veut en maîtriser le moteur. La Namibie n'a pas simplement changé les règles du jeu, elle a renversé la table. Fini le rôle de figurant dans le film de la transition écologique. Désormais, c'est elle qui tient la clé des coulisses. Pendant que les capitales occidentales déclament de beaux discours sur l'équité, la durabilité et la croissance verte, elles ont visiblement oublié d'ajouter une clause, sauf si les Africains veulent leur part du gâteau. Car dès l'instant où Windhoek a osé demander un partage réel de la manne du lithium, c'est tout le confort des salles de conseil d'administration qui s'est fissuré. Hypocrisie, mise en pleine lumière, le futur durable, oui, mais tant qu'il reste sous contrôle occidental. Sauf que cette fois, la Namibie n'a pas plié. Elle a vu dans ce métal blanc un levier stratégique, pas juste un caillou de plus à charger sur un cargo, un outil de négociation de pouvoir, d'émancipation industrielle, et en dessinant une ligne rouge nette comme un coup de scalpel, elle envoie un message limpide: la révolution verte ne se fera pas à sens unique. Si demain doit être propre, il devra aussi être juste. Pas question que l'Afrique offre ses ressources pendant que d'autres encaissent les dividendes. Aujourd'hui, la Namibie ne joue plus les seconds rôles, elle entre en scène en tant que co-auteur du scénario. Et si l'Occident veut poursuivre le film, il faudra apprendre à tourner selon le script namibien. Près de la moitié du cacao mondial germe dans les terres ivoiriennes, et pourtant,
ce sont d'autres qui récoltent le luxe. De Hershey à Ferrero Rocher, chaque bouchée sucrée porte l'empreinte invisible de la Côte d'Ivoire, mais les bénéfices, eux, filent bien loin d'Abidjan. Pendant des années, le pays a vu défiler les milliards sur les bilans comptables des multinationales occidentales, tandis que lui, il grattait les miettes tombées de la table. L'ironie, la nation qui plante, cultive et sue restait coincée au bas de l'échelle de la valeur. Mais les temps changent, et la Côte d'Ivoire aussi. Fini l'époque où l'on exportait les fèves sans transformation, comme si la torréfaction était un secret réservé à Zurich ou Bruxelles. Désormais, le pays met les mains dans le chocolat, il broie, il transforme, il fabrique et il encaisse. L'objectif est clair, comme du cristal, faire grimper la valeur ajoutée sur place, créer des emplois, ériger une industrie locale solide. Résultat, les géants du chocolat se retrouvent-ils face à un dilemme amer, jouer le jeu ivoirien, ou perdre leur accès privilégié au cacao bon marché. Plus question de considérer les ressources africaines comme un dû, car au-delà de la logique économique, c'est une revanche éthique. La Côte d'Ivoire ne se contente plus de nourrir les vitrines sucrées du monde, elle revendique sa place à la table. Fini d'être la sucrerie de service, elle devient une puissance cacaotière à part entière. Si le lithium fait battre le cœur de l'économie verte, alors le cobalt en est la colonne vertébrale. Et sans lui, tout s'écroule. Pas de smartphone flamboyant, pas de voitures électriques futuristes, ni de batteries musclées sans cet or bleu. Et devinez où se cache la majorité de cette richesse stratégique au cœur du sol congolais, qui abrite à lui seul plus de 70% des réserves mondiales. Pendant longtemps, les géants de la tech ont puisé discrètement dans cette mine à ciel ouvert, transformant le Congo en base arrière de leur révolution numérique. Derrière chaque iPhone, chaque Tesla, chaque gadget signé Samsung, il y a un fil conducteur, les entrailles de la RDC. Et pourtant, au bout de cette chaîne brillante, le pays d'origine restait coincé dans l'ombre appauvrie, dépouillé, tandis que les profits, eux, prenaient le premier vol pour Shanghai ou Francfort, pollution, précarité, négligence. C'était seul héritage minier pour les villages alentours, mais le scénario a changé. Désormais, Kinshasa pose ses conditions, si vous voulez du cobalt, il faudra le transformer sur place. Fini le temps du minerai brut bradé. Pour les multinationales, c'est l'alerte rouge, les coûts explosent. Le contrôle leur échappe, et deux options se dessinent. Investir dans l'industrie locale congolaise ou sortir le chéquier. Car pour la RDC, ce n'est pas une faveur qu'elle demande, c'est un redressement moral. Le pays ne veut plus être un fournisseur sans visage, mais un centre de décision. Un pivot dans l'économie mondiale de demain. Ironie ultime. Les objets qui incarnent la modernité dépendent aujourd'hui d'un pays que l'on a trop souvent voulu laisser au passé. Le Zimbabwe, longtemps cantonné au rôle ingrat de pourvoyeur de chrome low cost, a décidé de changer de partition. Ce métal essentiel, sans lequel aucun acier inoxydable ni alliage sophistiqué ne voit le jour, sort bien de son sol, mais n'en sort plus brut. Pendant des décennies, c'était le refrain habituel, on expédiait le minerai à vil prix, les profits fleurissaient ailleurs, et Harare récoltait les miettes. Mais cette époque appartient au passé. Le gouvernement zimbabwéen a brusquement tiré le frein d'urgence, interdiction nette d'exporter du chrome non transformé. Désormais, les multinationales avides de cette ressource sont sommées de construire leur fonderie là où le minerai est extrait. La logique est limpide. Si le chrome fait briller les industries mondiales, il est temps qu'il éclaire aussi l'économie locale. Et les effets se font déjà sentir, des usines sortent de terre, les emplois se multiplient, la valeur reste sur place. Face à cette réorganisation, les entreprises occidentales qui comptaient sur un chrome africain, bon marché, n'ont d'autre choix que de revoir leurs calculs. L'ère des cargaisons faciles s'est évaporée. Pour le Zimbabwe, ce tournant va bien au-delà des chiffres. C'est une reconquête de fierté,
un acte d'affirmation nationale. Le monde l'a trop longtemps réduit à un simple gisement sur une carte. Aujourd'hui, il réplique haut et fort. Nous ne vendons plus juste notre sol. Nous construisons notre avenir. Depuis les fastes du royaume Ashanti jusqu'aux griffes modernes des multinationales minières, le Ghana a toujours scintillé sous le signe de l'or. Pourtant, paradoxe cruel, malgré ses entrailles remplies de métal précieux, le pays restait enchaîné à la perfusion du dollar de l'euro et aux conditions du FMI. Mais ce scénario fatigué commence à être réécrit. La Banque du Ghana, avec son nouveau programme audacieux, a frappé là où ça compte. Désormais, les compagnies minières doivent céder 20% de leur or raffiné directement à la Banque centrale. Exit, les exportations massives, sans retour, une part réelle de la richesse reste enfin à la maison. Et ce n'est pas tout. Les sociétés doivent également raffiner une portion de cet or sur le sol ghanéen, renversant la vieille habitude d'envoyer tout brut vers les raffineries étrangères. Une double claque au modèle hérité de la colonisation. Le Ghana, désormais, n'extrait plus seulement de l'or, il le garde, le transforme, l'accumule comme un bouclier face aux tempêtes monétaires. Et avec chaque once conservée, c'est un fragment de souveraineté que le pays regagne. Ce mouvement n'est pas un simple choix économique. C'est un acte de réappropriation, un sursaut de dignité. Aujourd'hui, l'or n'est plus ce présent offert à vil prix. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, une arme d'indépendance tenue bien fermement dans les mains ghanéennes. Au cœur des collines ondulantes et luxuriantes de l'Ouganda, pousse un café d'exception parmi les plus prisés de la planète. Mais pendant des décennies, cette richesse aromatique a pris un aller simple vers l'Occident, sous sa forme la plus brute. Tandis que les cultivateurs locaux trimaient sous un soleil implacable pour cueillir chaque grain avec soin, ce sont d'autres, bien loin de Kampala, qui empochèrent les bénéfices. Nestlé, Starbucks et consorts achetaient au rabais, torréfiés, à des milliers de kilomètres, emballaient joliment et revendaient le tout à prix d'or. En 2021, l'Ouganda a dit « Stop ». Fini les expéditions de matières premières agricoles sans traitement. Le café, comme le thé, ne quitterait désormais le territoire que transformé, moulu, torréfié, conditionné. Un coup de poker audacieux? Certes. Mais les dividendes ont été considérables. Chaque sac de café exporté embarque désormais avec lui des emplois, des recettes et surtout une fierté retrouvée. Et le message ne s'est pas arrêté au café. Le président Yoweri Museveni a enfoncé le clou en interdisant l'exportation de minerais de fer brut. Pourquoi ? Parce qu'il doit servir l'industrie sidérurgique nationale, pas les aciéries étrangères. Résultat, les multinationales n'ont plus que deux options: investir sur place ou faire leur valise. L'Ouganda lui a choisi de garder sa richesse et de fixer ses propres règles. Lorsque le Gabon a brandi en 2010 l'interdiction totale d'exporter des grumes brutes, les multinationales du bois sont restées bouche bée. Pour elles, c'était inimaginable. Depuis des lustres, l'Europe et l'Asie se nourrissaient sans gêne de cette manne forestière africaine bon marché pour faire tourner leurs usines de meubles design et leurs ateliers de bois précieux. Le scénario était rodé: on coupe au Gabon, on transforme ailleurs, on empoche les bénéfices et on revient vendre au prix fort. Sauf que, cette fois, la boucle a été brisée. En bloquant la sortie du bois non transformé, le Gabon a mis la pression, si vous voulez. Du bois, il devra être scié, raboté, verni et fabriqué ici même. Résultat, les scieries locales ont fleuri, des ateliers de menuiserie ont émergé et le pays a commencé à sortir de la dépendance à l'export brut. Fini le rôle de fournisseur silencieux pour les riches nations. Désormais, les acheteurs internationaux doivent payer plus cher pour du bois fini ou simplement chercher ailleurs. Ce qui semblait à l'époque une décision hasardeuse
s'impose aujourd'hui comme un coup de maître. Le Gabon a ouvert la voie et d'autres comme le Mozambique s'y sont engouffrés. Car refuser de se contenter de vendre la matière brute, ce n'est pas du sabotage économique, c'est un acte de réappropriation. Le Gabon l'a compris avant beaucoup d'autres, une ressource ne vaut vraiment quelque chose que lorsque sa valeur ajoutée reste enracinée chez soi. Alors que les conversations autour de la souveraineté africaine gravitent souvent autour du pétrole de l'or ou des minerais rares, la Guinée a, elle, pris le contre-pied, elle a décidé de défendre son assiette. Pendant des années, les plaines guinéennes donnaient riz, maïs et igname en abondance, mais l'ironie grinçante, c'est que ces denrées finissaient souvent dans les entrepôts des marchés étrangers, tandis que les étals locaux affichaient des prix exorbitants et que les familles guinéennes peinaient à se nourrir. Cette absurdité a fini par rencontrer un mur. Le gouvernement a tapé du poing sur la table, désormais interdiction d'exporter les cultures vivrières de base. L'objectif n'était pas de s'enrichir, mais de restaurer une vérité essentielle, nourrir son peuple, avant d'engraisser les autres. Résultat. Les acheteurs occidentaux, qui pensaient que le maïs guinéen leur était acquis, se sont retrouvés à court. Mais pour la Guinée, c'était une victoire immédiate et profondément symbolique. Ce choix n'était pas économique au sens classique. C'était un cri de souveraineté. Une façon de dire haut et fort que parfois, la vraie richesse, c'est de ne pas avoir faim chez soi. Si le Gabon a ouvert la voie, c'est bien le Mozambique qui l'a emprunté avec audace, traduisant la théorie en actions concrètes. Des décennies durant ces forêts luxuriantes ont été saignés à blanc leurs troncs massifs quittant le pays, en direction des ports asiatiques et européens, sans jamais y laisser de traces de richesse. Mais en 2017, le scénario a basculé, interdiction formelle, d'exporter du bois brut. Un message limpide, si nos arbres peuvent soutenir vos économies, ils peuvent bien aussi soutenir la nôtre. Désormais plus question de remplir des cargos de grumes à l'état brut. Il fallait investir sur place, acheter du bois déjà transformé, ou tout simplement renoncer. Et ce virage a tout changé. Le paysage industriel mozambicain a vu surgir des scieries modernes, des usines de contreplaqué, des ateliers de menuiserie, qui emploient aujourd'hui des milliers de mains locales. Le pays ne vend plus uniquement du bois, il exporte de la valeur. Résultat, des rentrées fiscales en hausse, un marché de l'emploi en expansion et une économie qui s'émancipe enfin de la dépendance au brut. Le Mozambique n'a pas seulement suivi l'exemple, il l'a redéfini. S'il y a un pays qui incarne à lui seul l'ironie brutale de l'abondance africaine, coincée dans une misère persistante, c'est bien le Niger. Dans ses entrailles, dort l'un des plus grands trésors d'uranium de la planète, mais ce n'est ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux nigériens que cette richesse a été investie, c'est dans les ampoules parisiennes qu'elle a brillé. Depuis les années 70, la France a bâti sa façade d'élégance énergétique sur le nucléaire. Un modèle vert autonome, moderne, disent-ils. Mais derrière ce vernis se cache une réalité embarrassante. Près de 70% du réseau électrique français repose sur du combustible arraché aux terres nigériennes, vendu à prix cassé. Areva devenu. Orano gérait ce pactole sous des accords biaisés au profit de la France, laissant les populations locales dans la pénombre, au propre comme au figuré. Ironie ultime, des villages, à 2 pas des mines, vivaient sans courant, tandis que Paris s'illuminait grâce à leur sol. Cette équation bancale a explosé quand les nouvelles autorités nigériennes ont décidé de mettre un terme à cette générosité forcée. Exportation d'uranium, désormais sous contrôle strict. Et le message adressé à l'Hexagone fut limpide, plus question de brader nos ressources. Vous en voulez? Payez le juste prix. En un instant, tout le storytelling de la suprématie énergétique française s'est effondré comme un château de cartes.
Pour le Niger, ce fut bien plus qu'un changement de politique, c'était une renaissance souveraine. L'Occident peut-il réellement tenir debout sans la sève brute de l'Afrique ? Ces vagues d'interdictions vont-elles enfin forcer une coopération juste ou bien ne seront-elles que le prétexte à une nouvelle stratégie de domination maquillée en partenariat ? Dites-nous ce que vous en pensez. Serait-il temps que les nations africaines s'unissent pour parler d'une seule voix sur la scène mondiale ? Imaginez une version africaine de l'OPEP, mais pour le cobalt, le lithium, l'uranium et tous les trésors du sol. Une alliance stratégique panafricaine pour reprendre le contrôle. Vos idées, vos réactions, on veut tout lire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce genre de sujet vous parle, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et embarquez avec nous dans ce voyage à travers les histoires vibrantes, les patrimoines puissants et les récits cachés de l'Afrique noire. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de vérité. Restez branchés, restez